Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'un des personnages le plus emblématique de la pop culture, j'ai nommé Keith Haring. Pour ceux qui ne le visualisent pas, ou du moins qui ne visualisent pas son travail, eh bien, j'ai juste à vous dire que c'est un gars qui dessinait des bonhommes en couleur sur plusieurs murs, à commencer par ceux du métro new-yorkais. Keith Haring est né le 4 mai 1958 à Reading, en Pennsylvanie, dans une famille hyper conservatrice. Et il est né d'une fratrie de 3 sœurs. Depuis tout petit, Keith baigne dans la culture populaire, notamment la culture psychédélique, tout en écoutant du bon rock des années 70, et il s'intéresse très tôt à l'art grâce au dessin. Son père lui apprend les rudiments. Il puise son inspiration dans les bandes dessinées comme les dessins de Dr Seuss, les dessins animés comme Walt Disney, mais aussi dans les productions du mouvement Cobra. Ce mouvement, créé en 1948 au café Notre-Dame à Paris, est en fait composé de Co signifiant Copenhague, BR pour Bruxelles et A pour Amsterdam. Il défend un retour au privilégisme naturel afin de déculturer l'art. Retenez juste que c'est un mouvement artistique qui a influencé Keith Haring, permettant d'ouvrir l'art à tous. Donc il se passionne pour l'art. À 18 ans, en 1976, il intègre l'Ivy School of Professional Arts de Pittsburgh, après ses études secondaires. Mais au bout de 2 semestres, il abandonne car il se rend compte qu'une carrière de graphiste en publicité ne l'intéresse pas. Il s'installe à New York et intègre cette fois-ci la School of Visual Arts. Cette ville lui offrit une grande opportunité de montrer ses œuvres. Il se lie d'amitié avec des collègues artistes comme Kenny Scharf et Jean-Michel Basquiat, ainsi qu'avec des artistes du spectacle et des graffeurs qui appartiennent à une communauté artistique alternative florissante qui se développe en dehors du système des galeries et des musées. Donc favorisant plutôt une exposition dans les rues, le métro, les clubs et les anciennes salles de danse, dont 2 endroits incontournables qui sont le Club 57 et le Mud Club. Keith Haring s'essaye à la vidéo, la performance, l'installation et le collage, gardant et continuant toujours le dessin comme hobby. C'est en 1980 que Keith trouve une manière de montrer ses œuvres. Et c'est en commençant à dessiner sur des panneaux de pub recouverts de papier noir dans tout le métro new-yorkais. Keith est féru de dessin. Il se met à dessiner de nombreuses œuvres dans les métros, créant parfois jusqu'à une 40aine de dessins de métro en un jour. Keith qualifie le métro de laboratoire pour s'exercer et expérimenter. En expérimentant, Keith se met à créer et imposer son propre style. Gros traits noirs et épais au contour net, ce qui le différencie des taggers du métro new-yorkais. Il adore représenter un chien qui aboie, des soucoupes volantes, lançant des éclairs et son Radiant Baby, qui deviendra sa signature. On peut dire que c'est lui qui a créé le street art carrément. Et sa manière de dessiner est très spéciale parce que le gars n'utilise ni pinceau, ni bombe à peinture, et non, rien de tout ça. Lui, il utilise des marqueurs noirs épais ou des craies blanches. Et je dois dire que je suis étonné et je trouve ça hyper cool parce que c'était sa manière de dessiner, quoi. C'est lui qui l'a fait, elle est unique et c'est ça qui le différencie des autres graffeurs. En plus de cela, il ne donnait jamais de titre à ses œuvres pour que les passants puissent utiliser leur imagination et se faire leur propre vision. Mais tout ceci ne plaisait guère à la police, qui l'arrêta plusieurs fois, mais ce qui ne l'empêcha pas de continuer. For Haring, the arrest is always short-lived, and it's worth the temporary humiliation for him because he wants ordinary people, subway riders, to see his stuff. Keith Haring apporta une grande admiration aux travaux de Andy Warhol, du français Jean Dubuffet, le père du low art, c'est-à-dire une forme d'art
qui attire le plus grand nombre et non pas la minorité de connaisseurs en art. Jean Dubuffet a évité les normes traditionnelles de beauté au profit de ce qu'il croyait être une approche plus authentique et humaniste de la création d'images. Sinon, sa source d'inspiration venait aussi du peintre allemand Paul Klee, poète de l'abstraction et aquarelliste, fasciné par la lumière des pays lointains et la magie de la nature, et qui était professeur à la prestigieuse école d'art Bauhaus durant l'entre-deux-guerres. Il y a aussi Jackson Pollock, le peintre américain de l'expressionnisme, pour le coup très abstrait et mondialement connu de son vivant. Il s'inspire aussi bien des hiéroglyphes égyptiens que des pictogrammes japonais ou chinois, ou même mayas, et aussi bien que de la nouvelle forme d'art et de musique que l'on voit apparaître dans les années 80, c'est-à-dire le hip-hop. Kiss est souvent sollicité pour dessiner sur des murs dans de grandes villes d'Europe, comme tout d'abord à l'hôpital Necker à Paris en 87, et puis à New York, aux États-Unis, sur les murs d'un terrain de handball sur la 2nd avenue. Bon, après c'était sans autorisation donc illégal, mais il a peint quand même sa fresque intitulée Quack is Wack, servant à sensibiliser les jeunes sur la dangerosité de l'utilisation de drogue. Ensuite, sur une requête de Madonna, Kiss se met à créer un vêtement unique pour elle, et quelques années plus tard, lors de son mariage, elle invitera Keith Haring. Et comme cadeau, si je puis dire, Kiss arriva avec Andy Warhol, en plus d'offrir 3 œuvres que Kiss et Warhol ont faites ensemble. C'est lui aussi qui a dessiné l'une des pochettes d'albums de David Bowie. De nos jours, certaines de ces fresques sont sauvegardées, comme le Quack is Wack, qui fut même protégé et restauré en 2007. Ou encore la fresque du mur du... Alors là, ne comptez pas sur moi pour le dire, je ne veux pas écorcher le nom. En tout cas, c'est le musée d'Amsterdam, qui est étonnant car cette fresque a été redécouverte après 30 ans quand même. Mais malheureusement, la plupart de ses œuvres sont détruites. On peut noter celle du côté ouest du mur de Berlin. En 1989, Charlie Checkpoint Museum, dont notamment son directeur, Rainer Hildebrandt, a invité Kiss pour repeindre une partie du mur. Kiss, qui voyageait beaucoup à cette époque, accepta. Et durant toute une nuit, les employés du musée ont œuvré pour recouvrir une partie de 100 mètres du mur en jaune, facilitant le travail de Kiss arrivant le lendemain et consacrant tout de même 6 heures. Kiss a représenté des personnages entrelacés avec les couleurs du drapeau allemand. Il lui valut une grande notoriété grâce à de multiples articles de presse et des interviews dans lesquelles il racontait le processus de fabrication, en voulant toujours faire circuler une valeur de paix et un message d'unité positive. Malheureusement, cette grande fresque n'était qu'éphémère, car le lendemain, des protestants, certainement des artistes locaux engagés politiquement, ont en effet dégradé l'œuvre d'Haring, en la recouvrant de peinture grise, ce qui rendit le mur maussade et dénué de toute couleur vive. Donc par conséquent, enlevant toute la gaieté et symbolisant l'impermanence des graffitis. Ce qui était revendiqué était que Haring propageait au travers de ses discours des causes jugées superficielles. De plus, jusqu'à la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, les artistes qui s'essayaient à peindre sur le mur voyaient leurs œuvres se faire vandaliser. Puis les Berlinois décidèrent de démolir le mur, détruisant toute son histoire et toute trace de son usage. Justement, parlons de ces causes superficielles. Déjà, Haring voulait embellir et sauver le monde par la beauté, et tenait à s'adresser aux enfants, lui restant un grand garçon de 12 ans qui ne restait pas en place. Il voulait simplifier ses œuvres pour que le plus grand nombre puisse en faire sa propre interprétation. En parlant d'âme d'enfant,
Kiss aimait venir peindre sur des bâtiments d'hôpitaux et d'orphelinats pour les enfants, dont l'hôpital Necker que j'ai cité précédemment. Et il participait à des ateliers de dessin avec des enfants dans des écoles et des musées de New York et d'Amsterdam. De plus, pour le 100e anniversaire de la Statue de la Liberté, il travailla avec des enfants à l'élaboration d'une fresque. À travers ses dessins, il évoque la dépendance aux drogues, le racisme et l'homophobie. D'ailleurs, Kiss était homosexuel, donc il était concerné justement par ce sujet. Il dessine aussi pour alerter une société avide de toujours plus d'argent et qui s'isole de plus en plus à cause de la technologie et qui utilise trop massivement le nucléaire, détruisant l'environnement. Mais aussi par rapport à la non-préoccupation du virus du sida. Malheureusement, toute bonne chose doit avoir une fin. Et celle-ci fut très courte. En 1988, Kiss est déclaré séropositif. Et il s'admet alors à faire tout ce qui lui tenait à cœur de toute urgence, à commencer par impacter et sensibiliser les gens, tout notamment les jeunes, sur le VIH et les drogues, grâce à sa visibilité et ses œuvres. En 1989, il bâtit une fondation qui porte son nom dans le but de soutenir les organisations qui prenaient en charge des personnes atteintes du sida. Le but était aussi de venir en aide aux enfants. La même année, Kiss apprend la mort de son ami Jean-Michel Basquiat, mort à la suite d'une overdose. Kiss, inconsolable, se met à peindre l'une de ses dernières œuvres pour lui rendre hommage, et s'éteint le 16 février 1990 à l'âge de 31 ans. Ce matin, nous avons appris la mort d'un créateur, d'un peintre américain, Keith Haring, terrassé à l'âge de 32 ans par la maladie du sida. Cet artiste de renom et de grand talent s'était distingué en décorant, entre autres, un mur de l'hôpital Necker à Paris, une église à Pise et puis une paroi murale de la maternité de Monaco au mois d'août 89. À sa mort, il voulut que 3 de ses 9 exemplaires de sa dernière œuvre, La vie du Christ, soient donnés à 3 églises. La cathédrale Saint-Jean le Divin de New York, lieu de son service funéraire, à l'église Saint-Eustache à Paris, une paroisse accueillant des gens séropositifs. Et pour finir, à Grasse, cathédrale de San Francisco, avec la participation de Yoko Ono. De plus, une place en son nom a été créée à Paris en 2018. Il rendit le monde plus beau juste avec son aura et ses dessins qui peuvent être qualifiés d'enfantins, mais qui cachent de profonds engagements, car effectivement son but, au-delà d'égayer l'espace grâce à ses talents et son utilisation de couleurs lumineuses, était de sensibiliser. Je vous laisse sur une de ces citations. Children know something that most people have forgotten. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur la vie de Kiss Haring. Je vous invite à liker cette vidéo, à lâcher un abonnement et sinon retrouvez toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao.